C'est parti pour le tout premier numéro de cette semaine. Nous allons parler de dépression aujourd'hui et nous avons les invités qu'il faut pour en parler. Moi, c'est Juanita Lavotry. Je suis avec Peace Vera Ahadji, présidente de l'association Hands from Above Togo. Bonjour, madame. Bonjour. Comment ça va? Je vais très bien. Plaisir, comme toujours, de vous avoir avec nous sur ce plateau. On va parler de dépression ce matin également sur le plateau de la balade matinale. Monsieur Atamon Asiakla Honoré, il est étudiant en psychologie. Bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Très bien. Un plaisir, hein? Partagé. D'accord. Alors tout à l'heure, nous allons débattre de ce sujet de la dépression. Tout le monde, on sauve presque tout le monde. Mais avant, on va démarrer avec un bon petit déjeuner. Ce sera, comment on appelle? Ce sera du grignotage. Oui, parce que c'est pas un repas qui rassasie forcément. Ahayui, comme on l'appelle chez nous, à Neho. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en goûter déjà. Si. Pas encore. Pas encore? Ah oui? Oh là là. Bon, moi j'ai parfois de la peine avec la prononciation en anglais, mais je crois que cette fois-ci c'est pour la bonne. Ahayui, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est simplement un mélange de banane plantain découpé très finement, d'oignons et ensuite frit jusqu'à l'obtention d'une texture assez croquante. Mais vous pouvez aussi les retirer immédiatement quand ils commencent par brunir. Et ça s'appelle ahayue, comme je l'ai dit. Simple et facile à faire chez soi à la maison. C'est vrai qu'on en achète souvent chez les bonnes dames. Mais pour le faire chez vous, vous avez besoin de bananes plantain bien mûres, très très mûres d'ailleurs. On va faire un ingrédient pour 4 personnes et donc on aura besoin de 4 plantains bien mûrs, un oignon, de l'huile de friture, une demi-cuillère à soupe de sel et le tour est joué. Vous allez commencer par apprêter vos ingrédients. Ensuite, vous épluchez les bananes plantains. Sur une planche, vous découpez les plantains très finement, comme je l'ai dit en début, très finement. Et ensuite, après les avoir hachés, les oignons bien sûr, vous mélangez avec vos bananes plantains épluchées et coupées en de fines tranches. Vous ajoutez ensuite le sel. Il y en a qui rajoutent un peu de gingembre également, c'est au choix. Vous mélangez bien le tout. Et pendant ce temps, vous pouvez mettre l'huile de friture au feu pour que ça commence par bouillir un tout petit peu. Une fois que l'huile est bien chaude, versez votre mélange et frire jusqu'à obtention d'une coloration dorée. N'attendez pas forcément que les plantains soient complètement marrons avant de les retirer, car au moment de les retirer, vous devrez directement mettre dans des petits bols. Des petits moules si vous voulez pour pouvoir avoir la consistance de ahayue. Et voilà, c'est prêt à déguster. Bon appétit. Les tout petits sont encore en vacances, faites leur plaisir au goûter cet après-midi, ça ne leur fera que plaisir. Voilà une belle recette à la togolaise que nous venons de découvrir et j'espère que vous allez apprécier ça chez vous. On se fait une courte pause et on revient pour attaquer avec le thème de ce jour. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Jenna, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positive. Et nous attaquons tout de suite avec le débat de ce jour, la dépression, un problème de santé. Madame Peace Veraki, on parle très souvent de dépression. Aujourd'hui, presque tout le monde, même les plus jeunes, on parle de dépression. À quoi cela est dû aujourd'hui? Pourquoi le phénomène est autant répandu dans nos sociétés? Je dirais que ce phénomène est répandu dans nos sociétés aujourd'hui déjà parce que nous voyons qu'il y a beaucoup plus d'individualisme. La société elle-même nous emmène à l'idéal, c'est de se battre, c'est moi, ma famille. Et donc, beaucoup de personnes sont beaucoup plus axées sur le fait
ils pensent pas forcément qu'à eux, mais ils pensent qu'à gagner de l'argent, etc. Et je pense que tout ça amène beaucoup de personnes à oublier l'essentiel, qui est l'entourage, parce qu'à la fin, c'est pas ce qu'on gagne qui compte, mais c'est ceux avec qui on partage qui compte. Donc je dirais, ça c'est mon avis, hein, que beaucoup de personnes sont axées sur le gain. Et cela fait que finalement, lorsqu'on fait face à des situations difficiles, on ne sait pas forcément vers qui se tourner. Et cela a des effets sur le long terme. Parce que nous savons que la dépression est due à plusieurs facteurs. D'accord? Et c'est vrai qu'il y a les facteurs biologiques qui sont des prédispositions, mais les différents chocs de la vie nous emmènent à rentrer dans cette phase de dépression-là. Et donc, lorsque nous passons par ces différentes situations, en vérité, nous avons besoin de personnes autour de nous. Nous avons besoin des gens à qui parler, des gens pour nous soutenir. Mais lorsque nous sommes focalisés sur le gain ou sur notre petit monde à nous, ça fait que beaucoup de personnes se retirent les uns des autres. Et quand la situation arrive, il n'y a pas forcément des gens autour de nous pour pouvoir nous aider. Donc, je dirais c'est non seulement à cause de cela, mais également parce que c'est pas la personne elle celle qui réfléchit comme ça, mais tout le monde, tous ceux qui se trouvent autour d'elle, tous ceux qui se trouvent autour d'elle également réfléchissent de cette même manière. Donc je dirais que c'est beaucoup plus dû à l'individualisme qui est beaucoup plus développé, parce que je me dis dans le temps, lorsque les personnes traversaient des situations difficiles, il y avait toujours la famille autour, il y avait la grande famille autour, il y avait des proches sur qui on pouvait compter, parce qu'il y avait beaucoup de solidarité. Aujourd'hui, la solidarité n'est plus véritablement là, ce qui fait que beaucoup de personnes finissent par se retrouver seules. Et lorsqu'on est seul et qu'on est en train de passer par la dépression, cela nous emmène à beaucoup plus nous isoler davantage, et tout cela contribue encore plus à nous enfoncer là-dedans. Alors que lorsqu'on a une personne autour de nous, ou lorsqu'on a une famille autour de nous, à qui on sait qu'on peut parler, à qui on sait que voilà, on peut se confier, cela nous emmène à beaucoup mieux nous sentir. Voilà. Monsieur Adamo, Madame Ahadji a parlé d'individualisme qui amène beaucoup plus à la dépression aujourd'hui. Okay. Vérifiez? Oui. Ça fait partie des facteurs qui entraînent la dépression, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation individualiste, de capitalisme. Qu'est-ce qui amène à ce phénomène aujourd'hui? Parce qu'il y a encore quelques années, c'était le grand-père, la grand-mère, toute la famille était vraiment riche. Qu'est-ce qui a mené à ce phénomène d'individualisme aujourd'hui? Comme je le dis, c'est la société capitaliste, en fait. Chacun cherche son intérêt. Aujourd'hui, j'ai ma société, j'ai peur d'engager un membre de la famille parce que il se peut que ce membre de la famille vienne aujourd'hui me poignarde dans le dos. J'ai peur d'engager mon ami parce que tel. Ce qui fait que chacun se construit son petit univers, chacun se construit sa zone de confort, et on pense quelque part que voilà, c'est dans cette zone de confort-là que le bonheur se trouve, en fait. Oublions les valeurs traditionnelles de nos parents qui reposent sur la famille, qui reposent sur l'entourage, et qui veut que quand j'ai un souci, quand j'ai un problème, j'ai quand même une personne sur qui me reposer. Et sans ce soutien, sans cette société, sans cette vie sociale-là, il est carrément impossible, en fait, de pouvoir ressortir de cette dépression une fois qu'on y entre. Parce que l'un des facteurs, comment est-ce que je vais dire ça, l'un des facteurs qui permet de résoudre rapidement un épisode dépressif, c'est quand même l'entourage, c'est quand même la famille, c'est quand même l'ami ou les amis avec qui on partage ses soucis. Parce que parler de ses problèmes, ça décharge. Et le fait de se décharger, ça permet de retrouver une certaine sérénité dans sa vie. Quand nous parlons de dépression, est-ce qu'on ne doit pas inclure également tout ce qui va avec le quotidien, la cherté de la vie, par exemple, les choses qui se compliquent davantage un peu pour nous? J'allais en venir, en fait, parce que je pense que l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes, il y a beaucoup plus de dépression aujourd'hui, il faut dire que c'est déjà la pauvreté. Voilà. Parce que si aujourd'hui beaucoup de personnes sont individualistes, c'est parce que on s'est rendu compte que le fait de dépenser pour tout le monde, ça ne nous permet pas de nous sortir, de sortir de cette pauvreté-là. Donc les gens préfèrent, pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir être comme ce qu'on voit à la télé, etc., il va falloir que je pense à moi,
à ma petite famille, à moi, etc. Alors que nous savons qu'ici, en Afrique, la solidarité, on avait l'habitude de parler de la solidarité. Oui. Quand il y en a pour un, il y en a pour tous. Exactement, en fait. on voit comment les mariages, il y a tellement de personnes, parce qu'il faut l'oncle, la tante, et on donnait beaucoup plus d'importance à cette grande famille-là, aux tantes. Par exemple, quand il y a les mariages traditionnels, c'est important qu'il y ait les tantes paternelles, etc., etc. Donc, on voit qu'aujourd'hui, la réalité est autre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, je pense à moi, je pense à ma petite famille. Et même, je me suis rendu compte, après analyse, que beaucoup de personnes, même les frères, les sœurs, n'ont plus autant d'importance. Est-ce qu'ils ont autre choix que de ne penser qu'à eux-mêmes? C'est la question que je me pose, en fait. Moi, je dirais, ils n'ont pas en réalité, et je pense que c'est pas ils, mais nous n'avons pas, voilà. Nous n'avons pas d'autre choix que de penser comme ça, parce que c'est comme ça que la société évolue. Ouais. Si aujourd'hui, je me lève et que je décide de donner à tout le monde, je manquerai pour les miens, pour ceux qui dépendent directement de moi. Donc, ça fait que c'est important de pouvoir penser à soi d'abord. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire pour pouvoir... parce qu'à chaque fois que des problèmes surgissent, il faut pouvoir réfléchir à comment évoluer également notre façon de faire pour pouvoir résoudre ces problèmes-là, pour ne pas constamment rester dans le fait qu'on attend obligatoirement qu'il y ait toujours cette solidarité d'antan. On va dire que c'est resté dans le passé aujourd'hui. Oui. Maintenant, comment faire? Pour revenir à cela. Exactement. C'est possible d'y revenir parce que de plus en plus, nous fonçons vers... l'occidentalisme, on veut plus ressembler à l'occidental que ce qui est propre à nous en Afrique. La dame a évoqué un aspect que je voudrais compléter quand elle a parlé de pauvreté, au fait, qui est un facteur qui amène à la dépression. Il n'y a pas seulement que les pauvres, en fait. Il y a aussi les riches qui souffrent sérieusement de dépression. Et moi, je pense que aujourd'hui, quand on parle de suicide, qui est un phénomène plus ou moins à la mode, excusez-moi du terme, c'est un facteur, en fait, c'est un phénomène qui se retrouve beaucoup plus chez la classe aisée. Parce qu'aujourd'hui, quand on va analyser, quand on prend la classe moyenne ou pauvre, quand elle est en dépression, c'est pas quelqu'un qui va aller chercher à se suicider. Elle va chercher des solutions. Des solutions, en fait. Mais pourtant, un riche qui a l'argent, qui vit dans le luxe et puis voilà, un problème survient, qui n'arrive pas à trouver de solution et qui voilà, il entre en dépression, il aura beaucoup plus cette facilité-là à dire d'accord, vu que j'ai mon argent, vu que j'ai tout, que voilà, malgré ça, je ne suis pas heureux, malgré ça, je n'ai pas ce que je veux. À quoi bon sert de vivre? Alors que le grand-père au village, quand il a des problèmes, quand il sait qu'il y a sa famille, il y a ses enfants qu'il doit subvenir, même s'il y a des soucis, même s'il somatise d'une autre manière, il ne cherchera pas forcément à mettre fin à sa vie, même si ça peut arriver. C'est sur ça que je voulais rebondir. Et maintenant, aujourd'hui, notre société qui, voilà, tout le temps nous stresse, tout le temps nous met la pression, ça fait que, voilà, revenir à cet état, je ne pense pas. Comme l'a dit un homme sage, la société évolue, il faut que nous vivions avec elle. Il faut que nous évoluions avec elle, trouver le juste milieu entre les exigences de cette société et notre bonheur, en fait. Mais ne dit-on pas souvent le bonheur est plus grand quand il est partagé? Quand vous en avez pour vous et pour votre petite famille et que vous partagez avec les autres, ça veut dire que ça doit s'agrandir normalement. Tout à fait. Mais on n'y arrive plus, là. J'ai l'impression qu'on est bloqué. Non, je ne veux pas faire le pas vers l'autre parce que peut-être qu'il va rentrer dans ma famille, il apportera la sorcellerie, il apportera ci ou ça. On a tellement de préjugés aujourd'hui qu'on est bloqué, on n'avance plus, en fait. En réalité, moi, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs qui amènent à ce que nous voyons aujourd'hui. La pauvreté en est une. Mais on sait aussi qu'il n'y a pas que des pauvres dans la société et que c'est vrai qu'il y a également des personnes qui sont assez aisées qui font cela. Mais je dirais ici particulièrement au Togo, en analysant les chiffres, c'est vrai, il y a des personnes, la majeure partie des personnes qui se sont suicidées dans les dernières années ou bien dans les derniers mois sont des personnes qui avaient des problèmes financiers. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, nous savons qu'il y a des personnes qui, peut-être par manque d'amour, parce qu'une personne peut tout avoir, mais parce qu'elle n'est pas à l'aise, elle a l'impression de ne pas avoir le temps de ses parents, par exemple, un enfant peut se suicider, ou il a l'impression de ne pas avoir vraiment le soutien dont il a besoin, parce que comme il le disait tout à l'heure, on est dans un monde capitaliste, et au-delà de toute chose, tout le monde est en train de courir derrière la richesse, tout le monde est en train de courir derrière le profit, et on peut voir des parents, comme je le disais tout à l'heure, que c'est pas seulement un phénomène de la grande famille, même dans la petite famille, on voit des parents qui
qui tellement, ils sont omnibulés par le fait de chercher de la richesse pour pouvoir être à l'aise qu'ils ne donnent plus d'attention, en fait, à leurs enfants. Et vice-versa, une famille où il y a des frères et sœurs qui ne sont plus, il n'y a plus d'unité. Et donc, au-delà de la pauvreté, c'est vrai, il y a tellement d'autres facteurs. Le fait qu'il n'y a plus d'amour, on ne s'aime plus. Et ça, c'est une réalité qui est là. Cela rejoint toujours ce phénomène de capitalisme. Exactement. Parce que quand je cherche à accroître ce que j'ai, je ne pense pas aux autres. Aux autres, en fait. non, non. Et en réalité, même, on ne pense pas à soi aussi. Parce qu'on sait que la réalité est qu'on a besoin des autres. Qu'on le veuille ou non, on est dans un monde relationnel. Et donc, plus, lorsqu'on on se dit qu'on pense à soi, en réalité, on ne pense qu'à sa poche pour pouvoir être assez aisé. Mais au-delà de toute chose, combien de personnes qui se battent jour et nuit pour pouvoir gagner de l'argent, combien de personnes arrivent à vraiment bénéficier de cet argent-là comme il se doit? Peut-être qu'ils ont une grande maison, ils ont une jolie voiture, mais combien d'entre eux prennent soin de leur propre santé mentale? Combien d'entre eux passent du temps avec leurs proches? Combien d'entre eux partent au restaurant pour profiter ou partent à la plage, respirer ou bien prendre des vacances? Il y a tout ça qu'on ne fait pas. Certains même ne font même pas de sport. Et cela agit sur leur propre santé, que ce soit la santé physique ou la santé mentale. Donc, je crois que c'est vraiment ce phénomène capitaliste-là. Et aussi, pour certains, la pauvreté et aussi le manque de connaissances. C'est de l'ignorance. Parce que certains ne savent pas forcément comment ils sont censés prendre soin d'eux-mêmes ou comment ils sont censés... quels sont les mécanismes pour pouvoir lutter contre ces pensées-là qui viennent dans leur tête. Je pense qu'on va beaucoup plus s'attarder sur cela. Si vous nous rejoignez, chers auditeurs, merci de le faire. Nous sommes dans la balade matinale ce matin. Nous parlons de dépression, un problème de société finalement, plus que de santé mentale. C'est ce que je remarque parce que c'est plus la société qui nous renferme en nous-mêmes et qu'on devient tellement individualiste qu'on ne veut plus s'ouvrir aux autres. Alors, si l'on arrive à faire tout ce dont parle Madame Ahadji, c'est-à-dire on s'ouvre aux autres, on partage, on prend soin de sa santé, de son corps, de l'intérieur et tout ça, c'est possible d'éviter la dépression? La dépression, au début, elle a dit, c'est dû à plusieurs facteurs. C'est vrai que tout ça permet d'éviter, de prévenir. Voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les facteurs génétiques qui interviennent. Oui. Voilà. Avoir des parents qui ont déjà eu des épisodes dépressifs, l'éducation fera que dans le comportement des parents, ça va se répercuter sur les enfants. D'accord. Avoir des parents tout le temps stressés par le boulot, par exemple. Toi, l'enfant, même si tu es ouvert, même si tu es plus ou moins extraverti, justement, l'environnement direct de genre, la famille fera que tu passeras pas. Parce que voilà, il y a une influence qui est là. Parce que nous, les enfants, nous regardons d'abord les parents. Oui. Nous regardons d'abord maman, nous regardons d'abord papa. Avoir maman à la maison qui est tout le temps pensive, qui est tout le temps et qui n'a pas le temps de penser à moi, qui n'a pas le temps, comme elle a dit, d'accorder cet amour-là dont l'enfant a besoin, qui n'a pas le temps d'accorder cette attention. Ça fera que l'enfant, j'ai beau tout faire, j'ai beau faire des bêtises, j'ai beau être intelligent à l'école, j'ai beau travailler, mais ça ne leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas. Maman n'a pas le temps pour moi, papa n'a pas le temps pour moi. En même temps, ce n'est pas pour dénigrer les efforts que les parents font. Et donc, forcément, sur cet enfant, il y aura des répercussions à la longue. Il va grandir en étant un adulte dépressif déjà. Tout à fait. Wow, jamais satisfait. Voilà. Parce que voilà. Moi, je dirais par contre que ces différents mécanismes permettent quand même de pouvoir éviter cela. Parce qu'une personne qui est informée sur toutes ces différentes actions qu'on peut faire pour prendre soin de sa santé mentale fera que lorsque la personne fera face à certaines émotions, certains ressentis qui sont en train de lui troubler, il saura demander de l'aide. Peut-être pas forcément aux parents, mais ça permettra à cette personne-là de savoir que, voilà, je ne me sens pas forcément bien. Donc, dans ce que j'ai cité, c'est juste ce qu'on voit que j'ai cité, mais au-delà de toute chose, il y a le 3e point ou bien le 4e point qui est important, de savoir demander de l'aide lorsqu'il faut. Donc, une personne peut avoir une bonne routine de vie, savoir prendre soin de soi, etc., etc. Mais la personne aussi sait reconnaître, sait s'écouter, savoir que, à ce moment, par mes propres forces, je ne peux pas y arriver, il va falloir que je demande de l'aide. Et c'est là qu'interviennent en fait les psychologues. Donc, en fait, il faut qu'une personne, je veux revenir vraiment là-dessus, ces mécanismes pour prendre soin de sa santé mentale sont hyper importants. Il a dit, c'est bien pour pouvoir prévenir. Mais au-delà de toute chose, ça permet à toute personne, et normalement, on devrait encourager cela chez chaque personne. Parce que dans ce monde individualiste, comme on vient de le dire, il est important et vraiment primordial que toute personne sache comment prendre soin de soi, prendre soin de sa santé mentale, demander de l'aide quand il le faut.
et ne pas dénigrer les métiers comme les psychologues, etc. Parce que beaucoup de personnes ne donnent pas forcément d'importance à ces métiers-là. Alors que des gens ont étudié pour ça, pour pouvoir accompagner des gens dans ces domaines-là. C'est comme lorsqu'on a une maladie physique. Au début, on voit que c'est peut-être un petit palu, je vais commencer par prendre, ou bien c'est une fatigue, je vais prendre paracétamol, ou bien je vais prendre bimalaria, là, et je commence au début, mais après je me rends compte que, malgré ce que je prends là, moi-même je pense que moi seul je ne peux pas y arriver. Je vais aller à l'hôpital pour voir exactement qu'est-ce que j'ai. Et à ce moment-là, les médecins prennent le tour et disent, non, peut-être que toi tu as peut-être la fièvre typhoïde et que c'est pas le palu. Donc là, il faut que tu suives tel traitement. Et après avoir vu le médecin, la personne ira beaucoup mieux. Mais si, comme pour la santé physique, on ne fait pas de même pour la santé mentale, c'est grave. Donc on sait que peut-être pour éviter les maladies cardiovasculaires, il faut faire du sport, etc. Oui. De cette même manière, il faut qu'on donne ces informations aux personnes pour que chacun puisse se préparer. Donc même malgré la prédisposition biologique, la personne sait quand même que voilà, je relativise beaucoup, j'apprends à libérer mes émotions, j'apprends à dire non, j'apprends à m'affirmer, etc. Je sais, je fais du sport pour pouvoir libérer le stress, je sais ce qui me permet de me sentir mieux, peut-être passer du temps avec ma famille, à tel moment ça me permet de remplir mon réservoir émotionnel, etc., etc. Et tout cela permet à ces personnes de pouvoir gérer ces situations, même si malgré tout ça, la personne voit que je suis en train de sombrer, que la personne puisse demander de l'aide. Donc, je dirais tout simplement que la solution à ce problème de société aujourd'hui, c'est de pouvoir suivre les mécanismes pour pouvoir prendre soin de soi et de savoir donner, de savoir demander de l'aide quand il le faut. On va revenir sur ce mécanisme à la fin, les citer, les énumérer one by one pour nos auditeurs parce que c'est très très important. Mais pour vous qui êtes psychologue en devenir, Monsieur Atamon, c'est comment vivre une vie épanouie psychologiquement pour avoir la tête sur les épaules? Est-ce qu'il y a un processus à suivre? Comment y arriver? Question intéressante et pas évidente en même temps parce que voilà, la définition du bonheur, elle est relative. Chez nous en psychologie, il y a plusieurs types de normalité. Il y a la normalité fonctionnelle qui dépendra de l'individu, il y a la normalité statistique qui dépendra du nombre. Oui. Mais malgré tout, il va falloir arriver à une étape où je me connais en fait. Je fais une réflexion sur moi, une introspection sur qui je suis, sur ce que je veux en fait. Et être en adéquation avec ça. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on voit des jeunes passer des heures et des heures sur TikTok. À vouloir s'identifier à des stars, à des gens qui vivent ailleurs et qui peut-être, au fait, ne vivent pas vraiment ce qu'ils montrent sur les réseaux sociaux. On a vu récemment le phénomène de porte-à-porte. Elles vivent la vie, elles montrent certaines choses, mais c'est parce qu'elles vivent réellement. Et nos jeunes aujourd'hui suivent ces exemples-là, suivent ces influenceurs, bêtement, sans réfléchir, sans prendre le temps de me poser les bonnes questions. Où est-ce que je vais et qu'est-ce que je veux devenir? Et est-ce que je mets les outils nécessaires pour y arriver? Et là, ce sont des questions de base. Parce que la connaissance de soi, c'est la base de toute chose. Pour être heureux, pour être en adéquation avec notre société, notre vie, les questions de base sont vraiment importantes. Où est-ce que je vais? Pourquoi je vis? Pourquoi est-ce que je suis là? Et voilà. Quel est le but? Est-ce que je me suis fixé? Est-ce que je suis prêt à y arriver? Est-ce que je suis prêt à faire les sacrifices au fait pour y arriver? Et au-delà des sacrifices que je suis prêt à concevoir, à les faire, est-ce que la société, est-ce que mon environnement va en pâtir? Est-ce que j'inclus les autres? Parce qu'aujourd'hui, tu as beau amasser des milliards, mais quand tu mourras seul. La seule chose qui nous restera sont les relations que nous avons. Est-ce qu'aujourd'hui, je laisse une bonne image? Certes, on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, bien mais sûr. Est-ce que dans la majorité, est-ce que j'ai une bonne influence sur mon entourage? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux être cité comme étant une référence, quel que soit ce que je fais? Même si je suis un balayeur de rue, est-ce que le fait de balayer la rue me rend heureux, au fait? Et c'est un appel, au fait, aux parents par rapport aux études. Les enfants ont le bac, on leur impose certaines études. On les impose. L'enfant fréquente, mais au fond, il n'est pas heureux. Il grandit, il intègre le monde du travail. C'est pour créer un adulte dépressif, un adulte stressé. Et cela se répercute sur les enfants. Posez la question aux enfants, qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que tu vas? Quelle est ton ambition? Et le soutenir dans ça. Parce qu'un enfant heureux dans ses études, c'est un adulte épanoui. Bien sûr. Donc, la question du bonheur, elle est relative. Donc, c'est à chacun de trouver sa recette. Dans quoi est-ce que je suis heureux? Est-ce que c'est en faisant de la radio que je suis heureux? Est-ce que c'est en faisant des études de psychologie que je suis heureux? Est-ce que c'est en aidant les enfants dans un orphelinat que je suis heureux? Ben voilà, donc
la connaissance de soi. Aujourd'hui, mais en même temps, les parents n'ont pas totalement tort parce qu'on se dit, je prends un exemple banal comme ça. Ma fille aime la musique, elle aime chanter, elle adore la musique. Est-ce que c'est un métier prometteur? Est-ce qu'à travers ça, quand je ne serai pas là, est-ce qu'il pourra ou elle pourra se prendre en charge? C'est à ça aussi que pensent les parents en traçant peut-être la voie aux enfants. Tout à fait. Ben, je ne refuse pas, en fait. Je ne refuse pas. Mais est-ce que je ne sais pas, elle a quel âge, c'est votre petite, mais est-ce que dans déjà son talent, dans ce qu'elle fait, est-ce que vous la soutenez? Est-ce qu'elle sent que maman est derrière elle, malgré les études qu'elle est en train de faire? Parce que si maman bride ce qui la fait vivre, ce dans quoi est-ce qu'elle jouit, excusez-moi du terme, bah, il y aura une frustration qui va se créer chez l'enfant. D'accord. Donc être plus à l'écoute de cet enfant-là, c'est important. Le soutenir. Mais comme on le dit, c'est pas parce que je veux être tel que c'est forcément bon pour moi. Mais quand même, le côté éducatif y est. Mais au-delà du côté éducatif, bah, il y a la patience qui est là. Parce que voilà, il faut quand même trouver le juste milieu entre ce que je veux et ce qui est bon pour moi. Et ça, c'est le rôle des parents. En fait. Et je suis en train de dire un truc qui m'a échappé. Voilà, ça reviendra. Avant de revenir peut-être à vous, est-ce qu'il y a un conseil à donner aux parents? Parce qu'ils vont dire quand même beaucoup d'effets sur les enfants. Est-ce qu'il y a un conseil à donner aux parents en matière psychologique, c'est-à-dire l'éducation, c'est bien, donner, je ne sais pas, les moyens à l'enfant d'être un adulte meilleur, mais psychologiquement également, les parents doivent être à même de rassurer leurs enfants, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Moi, je dirais vraiment un conseil qu'on pourrait donner aux parents, comme il a dit, c'est vraiment d'être à l'écoute des enfants. Parce que un enfant qui est en souffrance, c'est beaucoup de choses. Et aussi, avec sa fragilité émotionnelle, ça fait que l'enfant finit par il se dit que personne ne m'aime, parce que la première personne dont l'enfant a besoin de l'amour, ce sont ses parents. Mais si l'enfant là, dans sa conception de l'amour, il a l'impression que ses parents ne l'aiment pas, cela se répercutera sur lui de diverses manières. Et pour certains, ça peut se développer vraiment en dépression. Pour d'autres, ils peuvent trouver une force dedans et pouvoir se relever. Mais chacun est différent. On est tous différents et on conçoit les choses différemment. C'est pour cela il faut être à l'écoute des enfants, parler avec eux pour savoir exactement qui est mon enfant. Comment est-ce que cet enfant-là réfléchit? Et cela nous permet de savoir comment éduquer l'enfant et de quelle manière. La manière dont on éduque tel enfant n'est pas la même dont il faudrait éduquer l'autre. Voilà, donc on est tous différents et il faut nous prendre dans notre différence et dans notre diversité. Et donc c'est ce que les parents devraient faire et encourager les enfants à parler. Que les parents soient les meilleurs amis de leurs enfants, dans le sens où les enfants soient à l'aise pour pouvoir s'ouvrir. Parce que si un enfant n'est pas à l'aise, il a l'impression que si mon papa ne va pas me comprendre, il va me taper ou il va me critiquer, ça fera que l'enfant ne pourra pas s'ouvrir. Ou s'il a l'impression que le papa ne va pas vraiment, ou bien la maman ne va pas le calculer, l'enfant ne pourra pas parler. Et donc, il va peut-être chercher quelqu'un et ça peut faire qu'il va développer d'autres valeurs parce que les personnes à qui il parle, ce sont ces personnes-là qui vont lui donner, vont lui communiquer des valeurs qui peut-être ne sont pas les bonnes valeurs. Donc, les parents doivent être à l'écoute de leurs enfants, pouvoir être avec eux, les écouter, savoir les éduquer aussi, mais vraiment être ouverts pour que les enfants puissent parler et grandir normalement. Alors, la vie aujourd'hui se complique de plus en plus. Il faut chercher le gain quotidien, s'occuper des enfants, s'occuper de soi. Et en plus de ça, avoir une psychologie très forte pour pouvoir s'en sortir. Nous parlons ce matin de dépression, un phénomène de santé mentale, mais beaucoup plus de société aujourd'hui. On a parlé de comment avoir une vie épanouie. Nous sommes presque à la fin de l'émission. C'est vrai qu'on ne pourra pas tout dire, mais comment éviter cette dépression? Déjà, enfant, comment inculquer à cet enfant-là qu'en grandissant, il y aura des problèmes, qu'il faudra faire face à ça, qu'il faudra s'en sortir au jour le jour pour pouvoir devenir un adulte épanoui? Merci. Comme on l'a dit tout au long de l'émission, les premiers... l'identité au fait des enfants se réfère aux parents. Voilà. Du coup, quand l'enfant a un papa ou une maman à qui il peut se référer, sur qui il peut prendre appui, c'est déjà une bonne base. Il sait que papa, dans telle situation, il gère. Et du coup, il pourra s'identifier.
Et aussi, comme elle a dit, pouvoir écouter les enfants, en fait. Parce que nous grandissons et chacun crée son propre univers. Oui. Ce que les parents oublient, c'est que l'enfant, en grandissant, acquiert une psychologie différente de la leur. Et c'est là que ça cause problème, surtout au niveau de l'adolescence. C'est là qu'on constate les plus grands problèmes. La crise d'adolescence qui survient et les parents qui ne savent pas comment gérer, voilà. qui ne savent pas réagir. L'enfant, il grandit, il arrive à une période où il est entre l'enfance et la maturité, ou l'âge adulte, pardon. Du coup, il va falloir lui donner une certaine liberté, une certaine capacité à prendre certaines décisions et peut-être à l'enseigner que chaque décision qu'il aura à prendre aura une conséquence. Mais ce n'est pas pour autant quand il prendra la décision ou une certaine direction que vous allez l'abandonner. Il faut quand même avoir un certain suivi pour lui dire d'accord, tu as fait ci, ça ne marche pas, et si nous faisions ceci. Parce que pouvoir écouter l'enfant, ça lui permet d'avoir un certain recul dans l'âge adulte, au fait. Il saura, d'accord, je saurais prendre des décisions, je saurais aller dans telle direction parce que j'ai eu des parents qui ont su m'inculquer, au fait, les bonnes valeurs. Ça lui permettra aussi de toujours revenir vers ses parents-là pour pouvoir parler. Parce que quand on les prive de discussion, déjà enfants, quand ils grandiront, ils ne pourront pas venir vers vous pour en parler. Alors, je pense qu'un ami ou un membre de ma famille souffre de dépression. Quels sont les gestes à poser? Lorsqu'une personne, notre entourage, souffre de dépression, déjà, il faut être à l'écoute. Il faut écouter cette personne sans la juger. Donc, il y a l'écoute, ce qu'il faut faire. Donc, écouter sans forcément se prendre pour cette personne qui connaît tout ou qui a la solution à tout et qui dit « Ah, je sais ça, c'est parce que tu as fait cette chose que tu n'arrives pas à faire ci. » Ou bien, il faut faire ci en essayant de donner des directives. Notre problème aussi, c'est qu'on met tout sur la sorcellerie. Oui. Voilà. C'est le démon qui est dans ma tente. Il y a la sorcellerie, mais au-delà de tout, c'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde a l'impression de tout savoir. On l'a vu avec Covid, où lorsqu'on parlait de si les personnes, tout le monde vient, il faut utiliser ci, il faut utiliser ça. Donc, ça fait que nous tous, on a l'impression que tout le monde connaît tout. Sur les réseaux sociaux, les gens se donnent des conseils, des gens qui n'ont aucune information sur certains sujets. Chacun se prend pour un expert. Des docteurs en miniature. Donc, c'est compliqué. Donc, lorsqu'une personne souffre de dépression, faut pas jouer à ce jeu avec elle. C'est l'intérieur de la personne qui compte. Donc, faut pas chercher à donner des conseils. Il faut juste écouter la personne, que la personne puisse se libérer, lui dire que voilà, que ça va aller. Peut-être parfois même une personne n'a pas forcément besoin qu'on lui donne des conseils. Peut-être juste une tape dans le dos, ça va. Peut-être juste un câlin, ça va fortifier la personne. Mais lorsqu'on écoute, on se rend compte que cette personne est en train de rentrer dans une sorte dans une phase de dépression. C'est important d'orienter la personne vers des soins de santé mentale. Donc, lui dire, il y a des professionnels de santé mentale qui sont là. Il y a ce problème aussi qu'on a, on n'a pas été éduqué à aller vers un psychologue ou un psychiatre quand on est en mal. On a un malaise, mais on se dit, bon, ça va aller avec le temps. Ouais. Mais c'est le moment, et c'est notre combat. C'est de faire en sorte que ce ne soit plus tabou, ce ne soit plus une histoire de blanc, que d'aller vers ces professionnels de la santé mentale, mais de se dire, voilà, j'ai tel problème, il va falloir que j'y aille. Et pour peut-être ajouter une petite chose par rapport aux enfants, là, je voulais dire, la dernière fois que je parlais avec un frère qui me disait que c'est important dans l'éducation de nos enfants de parler, de vraiment développer leurs émotions, de travailler sur leurs émotions pour que face au choc de la vie, parce que dans la vie, il y a toujours des chocs. Donc, face au choc de la vie, qu'on ne soit pas ébranlé, mais qu'on puisse développer une certaine résilience. Donc, c'est vraiment dès le bas âge qu'on apprend aux enfants à vraiment communiquer leurs émotions. Parce qu'une émotion qui reste nous détruit. Mais une émotion qui sort, vraiment, c'est parti. Donc, il faut apprendre à sortir les émotions, à pouvoir relativiser afin de ne pas être sous le poids de ces pensées-là qui tournent dans notre tête. Très important, je pense. Quand est-ce qu'il faut aller vers le psychologue ? Quand est-ce qu'il faut aller vers le psychologue? Comme on l'a dit, dans notre société, c'est pas quelque chose qui est en vogue, au fait. Je prends juste l'exemple d'un parent qui a perdu un enfant. Est-ce qu'il doit aller vers un psychologue pour retrouver son équilibre ou pas besoin? La question du deuil, elle est compliquée parce que voilà, dans nos sociétés, il y a le deuil traditionnel. Voilà. Et ce qui fait qu'au-delà de cette période de deuil traditionnel, la personne est censée aller bien. Mais si on constate qu'au-delà de cette période-là, il y a des soucis, il y a, la personne est toujours
enfoui, la personne est toujours en mal, l'orienter serait la meilleure des idées. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la psychologie en Afrique, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà des traditions. Le psychologue dans l'imaginaire de la société, c'est le docteur des fous. Donc, dire d'accord, je vais voir le psychologue, c'est comme si tu ne vas pas très bien à la tête au fait. Donc je dirais oui, qu'il faut aller voir un psychologue, mais ce n'est pas dans l'absolu. En fait. Il se peut que chacun ait développé une certaine résilience qui lui permet d'aller au-delà du deuil. Mais quand ça commence par aller dans le deuil compliqué au-delà de 6 mois, orienter la personne vers un spécialiste de la santé serait l'idéal, histoire de pouvoir l'aider et l'accompagner à remonter la pente. Madame Mahadi, est-ce que les troubles de sommeil sont un problème de dépression? Je sais que le manque de sommeil, l'insomnie est associé quand même à la dépression. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont en train de passer par la dépression, cela fait qu'ils n'arrivent pas forcément à dormir et ils sont anxieux, etc., etc. Donc, je dirais que c'est quand même associé à la dépression, mais pas seulement à la dépression, à d'autres maladies mentales également, telles que la schizophrénie, les troubles bipolaires, etc. Donc, quand même, lorsqu'une personne ne dort pas, il faut quand même qu'il aille se faire consulter pour connaître la cause de cela. Nous sommes presque à la fin de cette émission. On a évoqué un problème majeur en début d'émission. J'aimerais quand même qu'on puisse trouver quelques pistes de solutions pour nos auditeurs. La solitude, l'individualisme dans lequel nous vivons aujourd'hui. Comment faire pour trouver son épanouissement dans cette société d'individualistes? Je dirais, dans cette société d'individualistes, pour pouvoir trouver son épanouissement, il faut, comme je l'ai dit, prendre soin de sa santé mentale. Donc, il ne faut pas penser qu'au profit. Il faut quand même profiter de ce qu'on gagne. De ce qu'on gagne. D'accord. Une personne ne peut pas travailler 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, de 7 heures à 22 heures. Il ne dort pas la nuit, il est encore sur son PC. Et en plus, il se réveille, il pense aux autres. Ah, il faut que je donne à telle personne, il faut que je fasse. Et que la personne ne pense pas à soi-même. Même dans la Bible, si je peux citer, on dit souvent, il faut aimer les autres comme soi-même. Donc, c'est important de penser à soi. C'est important, c'est pas égoïste. C'est pas qu'on dit de ne penser qu'à soi, non. On dit qu'il faut penser aux autres, certes, mais il faut penser à soi-même. Donc, apprendre à profiter de ce qu'on gagne, prendre du temps pour soi, savoir reconnaître que voilà, là, je suis fatiguée. Savoir s'écouter, savoir que là, je n'ai plus d'énergie, il va falloir que j'aille me ressourcer. Et savoir qu'on a plusieurs réservoirs en réalité. On a le réservoir émotionnel, on a notre réservoir physique, on a notre réservoir intellectuel, on a notre réservoir spirituel. Qu'on apprenne à pouvoir remplir ces différents réservoirs-là pour pouvoir évoluer. Donc, savoir s'écouter pour savoir que, là, à tel moment-là, peut-être toute la semaine, je n'ai vu personne, c'était juste le boulot, je reviens, le boulot, je reviens. Il va falloir que peut-être j'appelle une amie, qu'on aille prendre un verre, on va discuter, causer, ça va me faire du bien. Et quand j'irai causer, ce ne serait pas par rapport au boulot, mais ça va être par rapport à moi-même, par rapport à nous, par rapport à nos rêves, ce qui va me faire me sentir bien, juste causer, rigoler et revenir. Donc, parfois, c'est se dire, voilà, là où je suis, là, je sens que je fais tout ça, mais j'ai accumulé trop de stress. Je ne suis pas heureux en moi. Non, il va falloir que je fasse peut-être du sport et ça va me faire du bien. Donc, aller courir, aller nager et dégager ce stress-là. Parfois, aller faire même de la boxe pour pouvoir... la boxe, c'est bien pour pouvoir sortir un peu ce stress-là. Oui. Voilà. Donc, parfois, il faut s'écouter pour savoir ce dont on a besoin. Peut-être là, ma vie spirituelle n'est plus au point. J'ai l'impression qu'il y a trop de choses. Si je suis... Quelle que soit ma religion, je pars prier, je pars faire ce que je dois faire pour pouvoir me sentir à l'aise. Donc, tout est une question de s'écouter, de savoir ce dont on a besoin quand on a besoin de ça. Donc, au-delà du sport, au-delà de l'activité, il y a certaines personnes qui créent une routine. Ils se disent, voilà, je vais aller marcher, je reviens, je vais aller marcher, je reviens. Chaque soir, peut-être je marche 30 minutes, ça va me faire du bien. Et c'est très important. Pour d'autres, il faut aussi manger sainement. Parce que le fait de manger tout le temps du junk food, du fast food, etc., ça fait que c'est pas bon pour notre santé. Comme on va mal dans notre santé physique, on va mal mentalement. Donc, c'est important de manger sainement également, de faire de l'exercice physique régulier, d'apprendre à relativiser. Les chocs viendront, mais de pas toujours se dire que c'est à cause de moi ou la personne là ne m'aime pas. Non, de pouvoir relativiser, se dire, mais c'est peut-être parce que il y a telle situation où, elle ne voulait pas me faire du mal, c'était juste... Voilà, il faut trouver les
les moyens de relativiser et aussi pouvoir libérer ses émotions. Apprendre à dire non. Vous voyez, souvent, lorsqu'on ne sait pas dire non, on ne veut pas dire oui, mais parce que je me sens obligée, je dis oui, mais c'est vraiment à contre-cœur et ça fait que finalement, je n'arrive pas à être épanouie dans ce que je suis en train de faire. Donc, il y a tellement, et ça dépend de tout un chacun de nous. Tout un chacun de nous. Il faut juste qu'on puisse mettre le truc. Là, il y a certaines personnes, il faut créer une routine. Et souvent, c'est très important, les routines. Hein. Et de vivre le moment présent. Parfois, tu vas boire en buvant ton thé. Il faut savoir que c'est ton thé que tu es en train de boire. De sentir le thé sur dans ses papiers. Exactement. Certaines personnes, c'est dormir à l'heure. Dormir à l'heure. Donc, il faut pouvoir dormir, peut-être se dire, je vais faire 8 heures ou 5 heures dont vous avez besoin. Exactement. Donc, je me dis, à 22 heures, il va falloir que je dorme et me réveille à telle heure, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup c'est bizarre. À chaque fois que je voudrais vous demander votre conclusion, j'ai toujours une autre question qui me vient. Je vais rapidement la poser. Il y en a aussi qui remettent leur bonheur dans les mains d'autrui. C'est-à-dire, c'est mon mari, c'est mon conjoint, ce sont mes enfants, ou encore, c'est mon boulot qui me rendra heureux. À cela, qu'est-ce qu'il faudra dire? La personne la plus importante, c'est vous. Voilà. C'est pas votre maman, c'est pas votre mari, ce ne sont pas vos enfants. C'est vrai que ça va choquer certaines personnes, mais c'est la pure réalité, en fait. Parce que si tu ne vas pas bien, si je ne vais pas bien, je n'aurai pas la paix du cœur, je n'aurai pas cette joie de pouvoir m'occuper de mon conjoint. Si en tant que femme, je ne suis pas heureuse à l'intérieur de moi, je ne pourrai pas m'occuper de mon mari. Et aujourd'hui, il y a plein de problèmes qui surviennent dans les couples de ce fait, en fait. Parce qu'on n'est pas heureux soi-même. Soi-même. On fait tout pour l'autre, mais quand est-ce que tu prends du plaisir pour toi? Quand est-ce que tu fais un arrêt? Quand est-ce que tu fais une pause dans ta vie pour te poser les bonnes questions? Qu'est-ce que je fais pour me faire plaisir? Si tout le temps je suis là et que je fais plaisir à mes enfants, je fais plaisir à mon mari, je fais plaisir à mon patron, mais quand est-ce que moi je vis, en fait? Comme j'ai l'habitude de le dire, vivons. C'est pas une fois mort que tu pourras vivre. Donc, quand tu as l'opportunité, quand tu as l'occasion de faire un break, de faire une pause pour te ressentir, pour te, voilà, comme elle a dit, les Anglais disent mindfulness, c'est-à-dire penser sur toi-même, ça te fera du bien. Penser sur soi, penser sur ses pensées, comme j'ai l'habitude de le dire. Parce que si nous réfléchissons bien, nous sommes dans une société où tout ce que nous faisons, c'est machinal. Je me lève le matin, je me brosse, je prends ma douche, je m'habille, je vais au boulot. Mais jamais on ne se dit pourquoi est-ce que je me suis levé, pourquoi est-ce que je suis sous la douche. Quand je suis sous la douche, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, en fait. Ces émotions, ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est très important. Et pouvoir faire un break, penser sur ça, ça te permet quand même d'être heureux, de pouvoir avoir une certaine liberté d'esprit, d'être plus libéré, s'occuper des autres. Cette fois-ci, c'est pour de bon, on va conclure. Merci à Intamo, ainsi à Honoré, étudiant. Est-ce que tu es venu à la psychologie par passion? Tu aimes ce que tu fais, toi? J'adore ce que je fais. Super. Voilà, nous sommes également avec Peace Vera Hadji, présidente de l'association Hands from Above Togo. Qu'est-ce que fait Hands from Above Togo exactement? Hands from Above fait de la promotion de la santé mentale et de l'aide et assistance aux personnes qui vivent avec la maladie mentale. D'accord. On peut laisser un contact peut-être pour quelqu'un qui est en souci ce matin, qui voudrait appeler. C'est le 90 00 80 79. D'accord. Et vous êtes situé où? Nous sommes à Dido Gomé, au carrefour La Pampa, au premier étage de l'immeuble où il y a l'agence PTCI. On peut venir à tout moment? À tout moment, nous sommes là. Merci d'être passé, donner conseil à nos auditeurs dans la balade matinale. Merci également à vous, M. Tamon. Je vous en prie. Être plus serein, moins stressé, être plus heureux et davantage motivé. Comme dit toujours, la positive attitude, c'est ce que nous recommandons toujours dans la balade matinale. Le thème se poursuit. Mercredi également, on va en parler. Vos avis sont les bienvenus. Vos témoignages également serviront à autrui de s'en sortir de cette situation. Aujourd'hui est un jour spécial pour quelqu'un de spécial. Il s'appelle Rémi Humpachi. Il souffle une nouvelle bougie en ce jour. Toute l'équipe de Radio Jenna se joue à moi pour te souhaiter un happy birthday, un beau lundi et une belle fête d'anniversaire. On se retrouve tout à l'heure. Cette chanson du groupe Gaël pour te faire plaisir et très belle semaine à tous et à chacun. Bye bye.